Plus de 100 000 vues, 600 commentaires, voilà le bilan de mon avis sur le tubeless posté il y a 2 ans sur YouTube, une vidéo qui vous avait fait beaucoup réagir. Entre les personnes qui étaient déjà totalement convaincues car utilisateurs du tubeless précédemment dans le VTT et maintenant dans la route, ensuite il y avait les sceptiques qui nous avaient beaucoup dit qu'ils hésitaient du coup à y aller, surtout au vu de mon avis, car mon avis c'était celui de quelqu'un qui n'était pas très convaincu par la technologie après l'avoir essayé. Alors 2 ans plus tard, est-ce que mon avis a changé? Le produit a évolué. Cette montre est quasiment devenue la montre par défaut sur les vélos neufs. Les vélos sont vendus en montage tubeless de plus en plus. Est-ce que ces 2 dernières années a suffi à me faire changer d'avis? Il y a 2 ans, je faisais un premier bilan d'utilisation du tubeless. C'est vrai que c'était pas tout rose. Entre le fait que les pneus et les jantes n'étaient pas toujours compatibles, ce fameux tubeless ready qui était jamais le même d'une marque à une autre. On avait aussi les problèmes d'étanchéité, cette perte de pression constante. On avait en plus de ça, cette fameuse crevaison que l'on devait éviter avec le tubeless car le préventif devait venir colmater, et j'avais donc découvert que le préventif venait plus colmater le vélo et mon dos plutôt que colmater les fuites, et du coup on se retrouvait avec un pneu à plat, plein de préventifs partout. Bref, c'était loin d'être une expérience incroyable. Bien qu'on y avait trouvé déjà des qualités à ce tubeless, c'était un gain en confort, quasiment pas de perte de rendement, avec une meilleure filtration des vibrations sur la route, bref, un meilleur confort. Bien que largement critiqué pour ma part dans cette dernière vidéo, il faut savoir que durant ces 2 dernières années, j'ai quasiment roulé qu'en tubeless. Alors pour 2 choses, déjà parce que oui, j'ai été convaincu par les sensations au roulage, mais de 2, de plus en plus les vélos que je reçois en test, ils sont montés en tubeless. Pourquoi, vous allez me dire? C'est simple. Les fabricants utilisent cette technologie pour pouvoir contrebalancer leurs vélos parfois un peu trop rigides, un peu trop durs. Si sur des vélos aéros on a du mal à gagner des points en confort, la mise en place de tubeless sur les roues va permettre de gagner un peu en confort, va permettre de gagner en filtration des vibrations de la route et ainsi rendre même le vélo le plus dur physiquement, un peu plus doux. C'est là l'intérêt du tubeless et c'est pourquoi les fabricants les utilisent de plus en plus en première monte sur leur vélo. Alors est-ce que ce gros point positif réussit à contrer tous les autres points négatifs? Il faut savoir que des nouvelles technologies sont apparues aussi au niveau des jantes et des pneus. Par exemple, lors de mon essai du Scottfoil RC et des Zipp 353 et 454 NSW, on a vu alors l'apparition des jantes sans crochet. Ces jantes sans crochet, ça va être des jantes qui vont pouvoir accepter des pressions encore plus basses, donc un gain de confort encore plus grand, mais surtout qui va offrir une facilité au montage et démontage. Le tubeless est largement plus facile à venir mettre dessus et à enlever. Ça a été vraiment un gros plus. Pour ce qui est des autres paires de roues, c'est toujours un petit peu le mystère. Est-ce que le pneu va être facile ou pas à mettre? Un GP5000 TL sera toujours très compliqué à venir apposer sur votre jante. C'est comme ça, c'est des pneus qui sont quand même assez durs. Les jantes sont de plus en plus larges, les pneus aussi. Pourquoi? Pour baisser la pression dans les pneus. S'il y a une chose que j'ai remarqué avec le tubeless, c'est que le tubeless à haute pression, ça fait rarement bon ménage. En élargissant les voies, donc en élargissant les pneus, moi je trouve que la première monte acceptable en tubeless et intéressante pour moi, et je parle que pour moi, c'est le 28 mm. On va descendre à des pressions qui sont vraiment très basses, de l'ordre de 4,5 max dans les pneus, ce qui va donc commencer à tendre de plus en plus vers des pressions vraiment ridiculement basses, comme on peut les voir sur le gravel et sur le VTT. Et c'est là où je trouve que le tubeless va prendre tout son sens. Plus les pressions sont basses, plus ça va être incroyable en termes de ressenti sur la route, mais aussi en termes de réparation de crevaison. Là où un liquide préventif sous forte pression va venir s'expulser de façon assez forte du trou qui a été réalisé par une épine ou par un caillou, et donc jamais le préventif va venir colmater le trou s'il y a beaucoup trop de pression, avec des pressions plus basses, le préventif va venir sortir du pneu mais beaucoup moins fort et va venir faire son action de colmatage.
colmatage. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte sur mes derniers essais et sur mes derniers pneus tubeless que j'ai pu essayer, par exemple avec le Scott Foil, j'ai percé, mais ça a à chaque fois réparé car j'avais des pressions assez basses. Là où avant j'avais des pneus tubeless en 25, donc on avait des pressions qui allaient jusqu'à 5 bars, un peu plus de 5 bars parfois suivant la largeur de la jante, et bien là, forcément le préventif il va être beaucoup moins efficace lorsque vous aurez des fuites. Autre point avec l'expérience que je me suis rendu compte aussi, c'est que finalement le tubeless, c'est pas juste on achète un pneu, on achète une roue et on essaie de mettre ça ensemble. Non, c'est un véritable investissement. Si vous voulez vous faciliter la vie dans l'utilisation du tubeless, il va falloir investir. Investir dans des bons montes et démonte pneus assez solides, investir dans des tanks à haute pression tels que le Zefal que je vous avais présenté pour pouvoir venir claquer son tubeless très facilement, investir aussi dans du bon préventif, dans des bons pneus. Finalement, on se rend compte que la technologie tubeless, ça coûte cher. Dès le départ, c'est un petit investissement qu'il va falloir réaliser, mais une fois qu'on a ces outils, c'est vrai que ça nous simplifie un peu la vie. D'ailleurs, en parlant de pneus tubeless, jusqu'à maintenant, j'utilisais les GP5000 TL, mais finalement, je les trouvais quand même encore un petit peu trop durs à mon goût. Leur point fort, c'était quand même leur résistance à la crevaison, et ils vieillissaient quand même assez bien dans le temps, et ils étaient ultra performants. Et force est de constater que Pirelli revient dans la course aux pneus d'une façon assez incroyable. Jusqu'à maintenant, je bannissais Pirelli de mes roues, c'est simple, je crevais dès la première sortie, et force est de constater qu'ils ont découvert finalement la bonne recette, je pense. Nouvelle gomme, nouveaux ingrédients pour réaliser leur gomme. Et les Pirelli P0 Race TLR que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, des pures merveilles, surtout en 28 mm. Aucune crevaison, un confort incroyable et des sensations en roulage vraiment très bons, très rapides, un excellent rendement. Donc vraiment, ce sont devenus en l'espace de très peu de temps, mes pneus tubeless préférés, les Pirelli P0 Race TLR. Voilà, je voulais vous le dire, parce que j'ai beaucoup mis en avant Continental, mais il faut le dire aussi, quand d'autres marques font bien les choses, je le dis. On peut revenir sur ce problème d'étanchéité, si vous ne vous souvenez pas de ce qu'il en est, de ce problème d'étanchéité. Ce que j'avais remarqué avec toutes les utilisations de tubeless, c'est que deux coups sur trois, même voire 3 coups sur 3, le tubeless va perdre naturellement de la pression. C'est jamais étanche à 100%. Et ça, c'est vraiment galère. Ça vous oblige quasi systématiquement avant chaque sortie à vérifier votre pression de pneu. Là où en chambre à air, on pouvait largement enchaîner 2-3 jours sans avoir besoin de vérifier la pression, ça tient largement le temps, et même je dis 2-3 jours et je suis bien gentil, même si on dit qu'il faut vérifier sa pression à chaque fois, on le voit, on le sent que ça n'a pas perdu, là où avec le tubeless, c'est assez traître, parce que finalement on est en basse pression, donc 4 bars à juger sur un pneu un peu large, c'est assez compliqué, parfois on a la sensation qu'on est bien, et en fait on est carrément en dessous de ce qu'il faut, et c'est là où ça peut devenir dangereux pour le pneu, on va l'abîmer plus rapidement, et on peut percer aussi plus rapidement. Donc c'est vrai qu'on prend cette habitude de venir vérifier la pression à chaque sortie, mais ça reste quand même un peu relou, et il m'est, je crois, arrivé qu'une seule fois en l'espace de plus de 2 ans, qu'un pneu tubeless soit parfaitement étanche et qu'il ne perde pas un poil de pression tellement il était bien posé sur la jante. Autre point que j'ai découvert avec le tubeless, et c'est quand même fou de devoir être confronté à ce genre de choses, en chambre à air, si vous venez ne pas fermer totalement bien votre valve Presta et qu'il y a une mini fuite d'air, au pire vous vous retrouvez à plat, et c'est pas très grave. Vous regonflez et c'est reparti. Là où avec le tubeless, si vous laissez malencontreusement un petit peu d'air fuiter de votre valve, ce qui va arriver, c'est que le préventif va totalement venir colmater la valve, et là vous êtes bon pour un démontage dans la règle de l'art de votre pneu. Enlever le préventif, le nettoyer, en remettre, remonter le tout, bref, c'est ultra relou. Ça m'est arrivé 2 fois, donc le petit conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est que lorsque vous stockez votre vélo en tubeless, pensez à mettre la valve toujours en haut. Si vous le laissez en stationnaire, vous laissez les valves en haut, comme ça s'il y a une mini fuite, ça ne sera que de l'air qui va en sortir, alors que si la valve est en bas et que ça baigne dans le produit, la mini fuite elle va venir entraîner du préventif dans la valve et ça va devenir totalement colmaté. Et ça, mais qu'est-ce que c'est galère! Ça m'est arrivé au moins 2-3 fois en l'espace de 2 ans que cette valve se colmate. Sur le point où personne ne pourra discuter, c'est bien sûr sur leur qualité à ces tubeless. Le confort.
J'ai pu essayer des vélos qui sur le papier ne sont absolument pas adaptés à ma personne parce que trop aéro, parce que trop exigeant. Et avec l'utilisation du bon tubeless et une montre de minimum 28 mm, eh bien ces vélos deviennent accessibles à n'importe qui. On se fait plaisir, on se fait pas mal au dos, c'est super agréable de rouler avec ces vélos. Et grâce et uniquement grâce au tubeless et beaucoup de vélos que j'ai pu essayer ces 2 dernières années, le tubeless faisait grand bien à ces vélos en les rendant beaucoup plus agréables sur la route. Ça fonctionne vraiment bien et le principal point fort du tubeless, c'est ça, les sensations au roulage et le gain en confort. Ça, personne ne peut remettre ça en cause, moi le premier. D'ailleurs, je peux le dire haut et fort, j'aime le tubeless. Enfin, d'un amour fragile. Très fragile. En fait, jusqu'à la crevaison. 2 ans. Des dizaines de crevaisons en tubeless plus tard. À peu près, hein. J'ai pas fait le bilan, mais c'est à peu près ça. Et le résultat est toujours autant aléatoire. Entre la crevaison qui va colmater et celle qui ne va pas colmater, le point commun, il est simple, c'est le préventif. Ce liquide qui va vraiment vous en mettre partout, que ce soit sur les mains si vous devez démonter votre pneu sur le bord de la route ou alors dans votre dos si ça vient à s'éjecter de votre roue arrière ou même de la roue avant, ça peut vous atterrir en pleine goule, c'est sympa, on adore. Bref, le préventif restera pour toujours pour moi une énigme et quelque chose que je déteste au plus haut point. Donc finalement, le tubeless, il y a toujours cette part de je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus, je t'aime quand tu ne crèves pas, je te déteste quand tu es à plat. Dernière expérience en date, le Scotfoil, 3 crevaisons qui ont réparé, mais 3 crevaisons qui ont totalement repeint le Scotfoil. Et je n'ai pas pris de photo, mais je crois que vous auriez été dégoûté de voir ça. Dès le premier jour, j'ai crevé et je me suis retrouvé avec un vélo badigeonné de préventif. J'ai dû tout nettoyer à l'huile de coude pour essayer de retrouver son éclat du premier jour, enfin de quelques heures d'avant finalement. Ça a été une vraie galère. Alors pour la crevaison, vous allez me dire, comme vous m'aviez dit il y a 2 ans et à juste titre, il existe des mèches. Le kit de mèches pour venir réparer votre tubeless, Cédric. Tu n'es pas un vrai puriste. Tu n'as jamais réparé de tubeless de ta vie. Oui, c'est vrai, mais sachez que je vais le faire. C'est pour vous montrer à quel point je l'aime le tubeless. Je vais enfin m'acheter un kit de mèches pour venir réparer mon tubeless sur le bord de la route et essayer d'enlever cette peur de la crevaison et de se retrouver sur le bas-côté sans pouvoir rien faire. Je sais qu'il est peut-être plus rapide de réparer un tubeless sur le bord de la route que de changer une chambre à air. J'ai tout le mode d'emploi en tête, maintenant il ne me reste plus qu'à le réaliser pour de vrai. Et ça, c'est une vidéo qui arrivera courant de l'année 2023, lorsque je crèverai finalement avec mon tubeless et que j'aurai mon kit dans ma poche. Alors oui, mon avis en 2 ans est nettement moins tranché qu'il ne l'était il y a 2 ans en arrière. Et d'ailleurs, je suis curieux de connaître votre avis, vous qui me suivez depuis maintenant des années et qui avez vu ma première vidéo sur le tubeless. Avez-vous changé d'avis? Avez-vous essayé le tubeless? Avez-vous été convaincu ou alors détestez-vous le tubeless? L'utilisez-vous au quotidien? Ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir vos expériences et de savoir votre pratique. Donc je vous laisse dans les commentaires me dire tout ça. Ça pourra me faire une image à l'instant T de ce que font mes abonnés avec leurs pneus. Sont-ils encore en chambre à air ou alors sont-ils passés au tubeless? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà, c'est à vous de travailler. Désolé, je vous demande un peu d'écrire un commentaire, mais ça m'intéresse vraiment grandement. Allez, voilà, c'était ma petite vidéo récap sur le tubeless. Et je peux vous dire que des vidéos comme ça, 2 ans plus tard, on va pouvoir en faire d'autres. Je vous avais parlé par exemple de disques ou patins. Je peux vous dire que 2 ans après, le bilan, il est plutôt tranché, ça on pourrait y revenir aussi, mais bon, voilà, on pourra à nouveau repartir dans des débats. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien parce que c'est des retours d'expérience avec des exemples précis et que vous vous reconnaissez ou pas dans ces expériences et ça vous permet surtout d'apporter aussi votre contribution à tous ces sujets et j'adore quand vous faites ça, donc continuez, vous êtes au top dans les commentaires et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo débat, sûrement sur le patin et le disque. Parce que vous le savez, je me suis acheté un vélo à disque alors qu'il y a 2 ans encore. Je disais que le disque, je n'y passerai pas. Comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye!